Voilà, dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble le livre intitulé « Les présidents américains de George Washington à Joe Biden ». Ce livre a été publié par deux auteurs, André Gaspee et Helen Harter, tous deux spécialistes de l'histoire nord-américaine et qui ont eu d'abord à publier le livre intitulé « Les présidents américains de Washington à Obama ». Et ensuite, après l'élection de Donald Trump, ils ont republié le livre intitulé « Les présidents américains de George Washington à Donald Trump ». Livre que je tiens entre les mains est donc la dernière réédition du même livre sous le titre « Les présidents américains de George Washington à Joe Biden ». Comme vous le savez, en 2021, les États-Unis ont connu un nouveau président avec l'élection du démocrate Joe Biden et les auteurs ont décidé de faire une mise à jour de leur ouvrage aux éditions Talendier en 2022. Comme vous le savez, les États-Unis ont connu en l'espace de 235 ans 46 présidents. Et l'actuel président, le démocrate Joe Biden, est en fin de mandat et il a décidé de ne plus se représenter pour un deuxième mandat. Sa succession est donc ouverte aux États-Unis en cette année de fin 2024. Nous allons voir comment les États-Unis ont eu à inventer la fonction présidentielle dans le monde. Je dis bien inventer parce qu'avant cela, il n'existait nulle part ailleurs dans le monde la fonction présidentielle. Une fois encore, les États-Unis ont été le laboratoire de l'invention de la fonction présidentielle. Mais comment le premier président George Washington, qui est considéré comme un héros par les Américains, a gouverné la première présidence en 1776. Et comment aussi les autres présidents après lui ont eu à succéder et à gouverner. Avec quel genre de style présidentiel et aussi avec quel type de difficultés présidentielles liées à leur mandat successif et aussi quelle est la relation qu'on peut établir entre les présidents américains et les médias. Voici autant de questions que nous allons décrypter ensemble et bien d'autres encore que vous vous posez sans doute. Et pour cela, je vous invite à rester scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello, je suis Yannick Naré et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler ensemble de livres, d'auteurs et de littérature. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour être informé en temps réel de différentes publications de vidéos et aussi n'hésitez pas à laisser en bas vos commentaires et je me ferai le plaisir de les lire. BioExpress, qui sont les auteurs André Gaspee et Helen Harter. Il faut dire qu'il y a un fonds professionnel académique commun entre André Gaspee et Helen Harter. Ils sont tous deux des universitaires spécialistes de l'histoire nord-américaine. André Gaspee est professeur émérite à la Sorbonne, c'est en France, et Helen Harter est professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, c'est également en France. Il y a un rapport académique entre les deux. Helen Harter a soutenu sa thèse d'histoire nord-américaine sous la direction académique de André Gaspee. Et depuis lors, les deux auteurs ont publié plusieurs ouvrages en tandem. Et la preuve en est que nous avons sous la main une de leurs dernières publications qui s'intitule « Les présidents américains de George Washington à Joe Biden ». Voilà, les deux auteurs André Gaspee et Helen Harter ont eu à préciser dès le début de l'ouvrage que le livre a été écrit dans une perspective purement historique. Ils ne l'ont pas écrit dans une perspective juridique, c'est-à-dire en révisant les lois fédérales qui encadrent la fonction présidentielle aux États-Unis. D'ailleurs, le journal La Croix, à la sortie du livre, dira, je le lis à la 4e de couverture, un ouvrage à la fois pédagogique et clair, très éloigné d'un précis de droit constitutionnel. C'est dire donc que cette perspective historique ajoute de la valeur et de l'angle dans l'analyse de ces deux scientifiques spécialistes de l'histoire nord-américaine. Depuis 1775, les congressistes sont réunis à Philadelphie et ils ont décidé donc de voter la déclaration d'indépendance. Et c'est en juillet 1776 que les congressistes ont voté donc cette indépendance de l'Amérique de la tutelle britannique. Et les différentes colonies ont décidé d'évoluer ensemble dans une sorte d'union et qu'ils ont baptisé les États-Unis d'Amérique. En ce moment, le pouvoir politique résidait donc au niveau
d'une seule chambre unicamérale qui concentrait le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Il n'y avait pas encore la fonction de président des États-Unis d'Amérique tel que nous le connaissons actuellement. Et les congressistes réunis ont décidé de ne pas suivre le pas à l'ancienne métropole, l'Angleterre, et ont décidé d'inventer un nouveau souffle politique, un nouveau leadership politique. C'est pour cela qu'ils ont eu à inventer la fonction présidentielle qui se distancie du leadership politique anglais incarné par la figure du roi ou de la reine. Les congressistes, qui sont appelés les pères fondateurs, ont décidé, comme réforme entre autres, nous n'allons pas pouvoir les éplucher toutes, mais nous allons citer les plus fondamentales qui ont été actées. D'abord, ils ont décidé de faire évoluer la confédération vers la fédération. Deuxième réforme qui a été actée également, c'est que la souveraineté réside maintenant dans le peuple. Et une autre réforme qu'il serait intéressant de faire savoir est que le pouvoir se situe maintenant à 3 niveaux. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et une autre réforme, et non de moindre, la grande réforme, c'est qu'il y a maintenant un seul pouvoir exécutif qui sera incarné par un seul homme. C'est ainsi donc que la fonction présidentielle est née aux États-Unis d'Amérique. Maintenant que la fonction présidentielle a été inventée aux États-Unis, comment faut-il procéder pour élire le premier président? Voici la question qui hantait donc les esprits. Et puisque l'avenir de cette nation était annexé donc au leadership et à la carrure de la personne qui serait désignée comme le premier président des États-Unis d'Amérique. Alors, plusieurs critères ont été donc établis pour servir de cadeva à toute personne qui voudrait se présenter donc à la première élection présidentielle aux États-Unis. Nous allons donc voir ensemble quelques-uns de ces critères qui ont été établis déjà au XVIIIe siècle et qui sont encore en vigueur jusqu'à nos jours. Le premier critère est évidemment le critère de nationalité. Il faut être né citoyen américain ou à défaut, il faut avoir la citoyenneté américaine au moment de l'adoption de la Constitution. Mais malheureusement, ce critère établit une certaine discrimination puisque les Indiens, les femmes, les esclaves seront donc exclus de l'élection présidentielle à cause de ce critère de nationalité. Le deuxième critère qui a été établi pour être candidat à la première élection présidentielle est bien évidemment le critère d'âge. Et l'âge a été fixé à 35 ans pour pouvoir prétendre être le premier président des États-Unis d'Amérique. Pourquoi ce critère d'âge fixé à 35 ans? Parce que les congressistes se disent, et la loi se disait, que 35 ans est un âge assez déterminant qui permet de mesurer les réalisations d'un homme. Et un autre critère qui a été établi est le critère de résidence. Les congressistes ont donc décidé que pour pouvoir être président des États-Unis, il faut résider sur le sol américain depuis 14 ans. Voilà. Pourquoi? Parce que l'idée c'était d'empêcher la candidature de certains prétendus héros qui viendraient de l'Europe pour pouvoir être candidats à l'élection présidentielle. Et tous les esprits étaient tournés vers donc le Prussien von Steuben qui a combattu pour l'indépendance américaine à côté de George Washington. Voilà l'autre question qui a été discutée entre les congressistes est la question de la durée du mandat présidentiel. Beaucoup ont décidé d'opter pour un mandat fixé à 1 an. Vous allez peut-être penser que c'est une aberration par rapport à la moyenne des mandats présidentiels dans le monde actuellement, mais c'était une chose commune dans les États à l'époque. Et en moyenne, les mandats, pas présidentiels, mais les autres mandats politiques étaient fixés à 1 année. Donc, c'est dire que les citoyens américains étaient donc coutumiers de cette durée, s'accommodaient donc de la durée des mandats d'1 année. Mais de discussion en discussion, il y en a qui ont proposé une présidence à vie, comme une sorte de monarchie, ce qui a été balayé du revers de la main par d'autres arguments. Finalement,
les congressistes se sont mis d'accord pour fixer la durée du mandat présidentiel à 4 ans. Et c'est cette durée qui, depuis lors, existe jusqu'à nos jours aux États-Unis d'Amérique. Voilà, en son temps, les États-Unis n'étaient pas aussi la puissance militaire dans le monde que maintenant. Donc, il y avait une certaine vulnérabilité des États-Unis d'Amérique, non seulement face aux Anglais, mais aussi face aux Indiens. Pour ce faire, les Américains ont décidé d'instaurer une armée permanente. Mais là encore, on n'est pas sorti de l'auberge des inquiétudes, parce que beaucoup craignaient que l'armée allait monopoliser le pouvoir politique. Pour ce faire, ils ont décidé de faire du président des États-Unis d'Amérique le commandant in chief, le commandant en chef, qui est le chef de l'armée et de la marine, et aussi la décision d'aller en guerre appartient aux civils, donc au Congrès. Voilà, nous n'allons pas faire l'historique de la présidence des 46 présidents des États-Unis, ce qui serait fastidieux et on viendrait à manquer le temps pour cela. D'ailleurs, le livre ne s'est même pas donné cette peine parce que cela prendrait des volumes. Nous allons examiner ensemble quelques présidences les plus emblématiques, mais ce que nous pouvons retenir déjà, c'est que les deux auteurs ont classé les présidents américains en 3 catégories. D'abord, vous avez les présidents fondateurs, ensuite les présidents rénovateurs et enfin les présidents qu'ils ont appelés des temps médiatiques. Là, de toute évidence, nous allons commencer par le commencement avec le premier président des États-Unis, comme vous le savez, et cela a été déjà dit dès l'introduction, c'est bel et bien le président George Washington. Mais qui est le président George Washington et comment a-t-il gouverné dès les premiers instants de l'institutionnalisation de la fonction présidentielle aux États-Unis? Il faut dire que George Washington est bien évidemment le premier président que les États-Unis ont connu. Il a gouverné les États-Unis de 1789 à 1797. Il a donc fallu choisir un homme de consensus, un homme qui a une certaine légitimité et aussi patriotisme. Parce que les congressistes craignaient tout de même, les pères fondateurs qui se sont réunis au Congrès craignaient que l'armée ne se saisisse du pouvoir. Pour cela, il fallait un homme et l'attitude de George Washington pendant la guerre a démontré qu'il était plein de charisme et de détermination pour asseoir les bases de cette nouvelle fonction présidentielle que les États-Unis avaient inventée. Évidemment, George Washington a été élu pour la première fois président des États-Unis en 1789 et à l'époque, New York était encore la capitale de la fédération. Et c'est après donc que la capitale s'est aménagée à Washington. Washington a donc prêté serment pour être le premier président des États-Unis et il a terminé par cette phrase, son serment, et que Dieu m'assiste. Ce qui d'ailleurs n'était pas prévu dans la Constitution et qui est resté dans la mémoire collective. Il faut dire que George Washington s'est beaucoup focalisé d'abord sur la politique intérieure parce qu'après la guerre, il fallait la reconstruction. Et pour cela, il a créé la banque américaine en 1791. Et c'est au cours de son deuxième mandat qu'il s'est ouvert un peu dans une politique extérieure. Et là encore, le Sénat lui a refusé un traité qu'il voulait signer avec les Indiens. Malheureusement, au cours de ce deuxième mandat, George Washington sera beaucoup critiqué, ce qui va lui valoir de ne pas accepter, se mettre en position pour un troisième mandat. Pourtant, la Constitution lui donnait le plein droit. C'est donc à 2 mandats que le président George Washington s'en est limité. Voilà, nous allons nous focaliser un peu sur la présidence de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson a gouverné les États-Unis à partir de 1801. Il a gouverné à partir de la nouvelle capitale qui a été baptisée Washington. Et au cours de son mandat, il s'est distingué en rachetant la Louisiane des mains de la France en 1803 pour une valeur de 15 millions de dollars, ce qui a permis aux États-Unis d'Amérique de doubler donc le territoire américain. Cela a été beaucoup apprécié de la part de ses concitoyens au cours de son premier mandat. Mais pendant son deuxième mandat, il a eu beaucoup de difficultés dans la gouvernance économique et cela lui a valu de ne plus se représenter pour un troisième mandat. Et en 1808, Thomas Jefferson quitte donc la présidence des États-Unis.
présent, nous allons nous focaliser un peu sur la présidence des présidents dits d'État médiatique. Et pour cela, les auteurs André Gaspy et Hélène Harper reconnaissent l'influence positive de la télévision à partir des années 60 à la vie présidentielle aux États-Unis. De 1960 à 2022, il y a eu 12 présidents que l'on peut qualifier de présidents d'État médiatiques par leur omniprésence dans les médias. Nous allons commencer par John Kennedy, le charismatique président des États-Unis d'Amérique. Comme vous le savez, John Kennedy n'avait pas vraiment une vocation à devenir président dans un premier temps. Son père, Joseph, voulait être le président des États-Unis d'Amérique lui-même. Mais malheureusement, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, il a fait des déclarations qui ont constitué pour lui une entrave à la fonction présidentielle. Du coup, Joseph Kennedy a reporté ses ambitions présidentielles sur un de ses fils nommé Kennedy. Et pendant même la campagne présidentielle de Kennedy, Joseph est resté en retrait pour que ses anciens propos, ses anciennes déclarations ne nuisent pas donc à la candidature de son fils. La rumeur raconte que pendant la campagne, John Kennedy aurait promis la vice-présidence à 19 de ses collègues. Donc après John Kennedy, nous allons examiner ensemble la présidence de Donald Trump. Il faut dire que Donald Trump est vraiment un outsider, si on peut s'exprimer ainsi, parce qu'il n'avait pas de parcours politique et cela est un grand handicap pour accéder à la présidence américaine. Il y avait une certaine croyance bien établie qui voudrait que chaque président des États-Unis ait au moins un certain background politique. Mais Donald Trump est arrivé à la magistrature suprême en tant que novice politique, mais et surtout en tant qu'homme d'affaires. Il faut dire que cela a déjoué les pronostics de beaucoup d'experts et Donald Trump a ravi la vedette, la victoire à la présidentielle devant Hillary Clinton qui avait pourtant plus de 3 millions de voix en avance. Mais compte tenu de la spécificité du système électoral américain, c'est finalement Donald Trump qui a été déclaré vainqueur de cette présidentielle. Nous allons finir l'analyse des présidents des temps médiatiques avec l'actuel président américain qui est en fin de mandat, Joe Biden. Joe Biden a été élu en 2021. Il a succédé ainsi à Donald Trump. Mais la démocratie américaine a été entachée de l'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump qui avaient voulu revendiquer la victoire de leur mentor face à Joe Biden. Voilà, nous allons examiner à présent le profil général des présidents des États-Unis d'Amérique, les 46 présidents donc. Nous allons analyser successivement l'adhésion politique, le genre, la religion, la race. Commençons d'abord par l'adhésion politique. Il faut se dire, comme nous l'avons dit concernant l'élection de Trump, que l'idée commune était aux États-Unis que le président américain ait un certain parcours politique. Mais Donald Trump a donc volatilisé ses prévisions, ses statistiques, ses croyances et il a été élu président des États-Unis. Et les auteurs André Gaspy et Hélène Harper se pose la question, est-ce que l'élection de Trump n'était pas un désaveu pour la classe politique? Il faut dire que depuis plus de 235 ans d'histoire politique, les États-Unis n'ont pas encore pu élire à leur tête une femme. Donc, c'est Hillary Clinton, on s'en souvient, qui a failli donc devenir la première femme présidente des États-Unis d'Amérique. Mais malheureusement pour elle, elle n'a pas connu la joie de cette victoire présidentielle. À présent, la religion. De toute l'histoire de la présidentielle américaine, de la présidence américaine pour être beaucoup plus correcte, il faut dire que les États-Unis ont connu tous des présidents protestants, à l'exception de 2 présidents. D'abord John Kennedy, qui était catholique, et ensuite l'actuel président qui est en fin de mandat, Joe Biden, qui est catholique. Donc, nous pouvons dire qu'aux États-Unis, la religion peut être à la fois un atout politique, mais aussi un handicap politique. À présent, force est de constater qu'aucun musulman, aucun bouddhiste, aucun juif n'a encore été président des États-Unis d'Amérique. Pendant l'élection de Joe Biden, ses adversaires ont voulu lui opposer
pratique du catholicisme. Mais Joe Biden a bien fait de leur répliquer qu'une fois élu à la présidence américaine, il répondra, il respectera les termes de la Constitution américaine et non pas des décisions venues du Vatican. Par rapport à la race, il faut dire que Barack Obama est en quelque sorte le premier président noir des États-Unis. Mais les auteurs André Gaspi et Hélène Harper tempèrent un peu cette vérité qui est souvent citée sur tous les toits, dans tous les médias, en disant que Barack Obama est plutôt le premier président considéré noir. Parce que comme vous le savez, Barack Obama est issu d'une mère blanche et d'un père noir kényan. Ce qui fait donc dire que Barack Obama n'est pas en tant que tel le premier président noir des États-Unis, mais le premier président considéré comme noir. Là, à présent, nous allons examiner le rapport qui existe entre les présidents américains et puis les médias. Il faut se dire que les médias ont une grande influence dans l'élection des présidents américains. Et on se souvient que Barack Obama est le premier cyber-président des États-Unis d'Amérique et même dans le monde, parce qu'il a été élu grâce à l'influence des médias sociaux que son équipe de communication a su exploiter à bon escient. Donald Trump est le président américain qui a eu maille à partir avec les médias, et on se souvient qu'en 2016, à la veille de la présidentielle, près de 200 médias ont fermé leurs portes à Donald Trump. Seulement 6 médias le soutenaient encore. Et avant de quitter la présidence, les grands médias sociaux comme Facebook et Twitter ont bloqué donc les comptes officiels de Donald Trump. Que retenir donc de ce livre intitulé Les présidents américains de George Washington à Joe Biden? Il faut dire que ce livre est vraiment écrit avec un style captivant et il fournit beaucoup de détails informatifs, et moi personnellement j'ai beaucoup appris sur l'histoire de la présidence américaine. Et je vous invite vraiment à vous procurer du livre disponible sur Amazon et vous pourrez en savoir encore beaucoup plus. Ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'en 235 ans d'histoire politique aux États-Unis, la fonction présidentielle a su rester intacte, du moins comme le voudraient les pères fondateurs. Et mieux encore, cette fonction présidentielle a été dupliquée dans d'autres contextes de par le monde. Nous pouvons donc dire que les États-Unis ont su, il y a 235 ans, inventer une institution républicaine qui reste en vigueur de nos jours. Chers amis du livre, je vous invite à me retrouver dans une nouvelle vidéo, toujours pour parler de livres, de littérature et d'auteurs. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et de liker et laisser en bas vos commentaires. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Merci en tout cas à vous tous et à très bientôt. Ciao, ciao.